Bien, donc je voulais faire avec vous un point sur la prise en charge. Alors on peut dire beaucoup de choses sur l'anémie. Il y a un focus dans cette présentation sur la question de la prise en charge à visée curative. Vous voyez, j'ai mis double guillemets pour les pathologies cancéreuses. Double guillemets, pourquoi? Parce qu'il y a relativement peu de situations curatives en dehors de l'adjuvant en oncologie médicale, probablement les tumeurs germinales, etc. Mais il y a aussi des situations dans lesquelles on procure de gros bénéfices de survie aux patients. Et c'est probablement là que la question des agents stimulants de l'érythropoïèse se pose. Alors, je vais passer rapidement sur la première partie parce que notre temps est quand même relativement limité. Je ne vais pas non plus vous faire l'injure de vous rappeler, comme on le fait aux étudiants, le caractère multifactoriel des anémies du cancer. Mais enfin, c'est tout de même utile de le dire parce qu'il faut éviter ce focus un peu trop systématique, anémie égale prescription d'ASE. Il faut corriger les facteurs étiologiques. Et dans la pathologie cancéreuse, ces facteurs étiologiques sont relativement nombreux. Alors, il y a des recommandations, comme vous le savez, qui se focalisent, je dirais, sur un point particulier, mais qui est extrêmement important de la prise en charge des anémies du cancer. C'est la question de la sidéropénie, donc du déficit en fer, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui contribuent, donc notamment les saignements qui sont extrêmement fréquents pour ce qui concerne la cancérologie, mais aussi le phénomène que vous connaissez bien de séquestration macrophagique et de syndrome inflammatoire. Et vous savez, en particulier, il y a une idée assez simple, mais assez vraie qu'il faut diffuser, qui est que le fer oral, dans le contexte de l'oncologie médicale, a relativement peu, voire aucune indication, et qu'il faut privilégier, dans nombre des situations, le fer intraveineux. Parfois, le fer IV peut suffire à corriger une anémie, et on va donc être dispensé de soit des transfusions, soit de l'emploi d'agents stimulants de l'érythropoïèse. Parfois, l'association des deux doit être privilégiée. Alors, on a coutume de dire, et on ne transfuse pas un chiffre, naturellement, on transfuse toujours un patient, et c'est un compromis entre le degré de l'anémie et évidemment les symptômes qui vont être présentés par le patient. Donc ça, c'est le focus clinique qui est quand même vraiment extrêmement important. Néanmoins, il y a un certain nombre de données, comme vous le voyez ici, entre la correction d'un certain nombre de facteurs de qualité de vie, dont la fatigue, et en effet quand même le taux d'hémoglobine, et on peut dire globalement qu'entre 11 et 12 grammes par décilitre, on n'est pas loin de la vérité pour ce qui est de l'amélioration, en tout cas, de l'état général du patient et de la fatigue. Donc il y a un double objectif qui est à la fois, malgré tout, peu ou prou un chiffre, et l'état général du patient. Il est également assez clair que lorsqu'on corrige une anémie par un ASE, on obtient un taux plus constant d'hémoglobine, une correction un peu moins aléatoire que lorsqu'on le fait par des transfusions successives. On peut donc imaginer, en effet, que ce type de correction serait en théorie à privilégier. Alors je vous ai épargné bien entendu toutes les données que vous connaissez sur la correction de la fatigue et même des syndromes dépressifs par la correction de l'anémie. La démonstration de l'efficacité des ASE dans ces situations est étayée par des dizaines d'études, raison pour laquelle je me suis vraiment concentré sur un point qui est ce débat autour de la question de la survie sans progression et de la survie globale des patients qui reçoivent des agents stimulants de l'érythropoïèse. Pourquoi cette question? Parce que sur aujourd'hui plus de 60 études randomisées disponibles dans la littérature, il y a un certain nombre d'études qui ont posé des problèmes, qui ont amené des surprises, on va dire, relativement à des critères de survie qui étaient toujours dans ces études des critères secondaires. Alors ces études sont au nombre de 8. Pour l'essentiel, il y a des études sur lesquelles on va revenir qui sont des études de chimiothérapie, en particulier dans le cancer du sein métastatique. La plus importante d'entre eux, c'est l'étude BEST. Vous avez des études qui ont été réalisées dans le contexte de la radiothérapie et principalement en ORL. Il y a des patients qui étaient mis sous ASE recevant une radiothérapie. Et puis des études faites dans des contextes de soins de support où les patients ne recevaient ni chimiothérapie ni radiothérapie, mais des agents stimulants de l'érythropoïèse, on va dire, à visée d'amélioration du confort. Si on regarde particulièrement une situation qui est, on va dire, éminemment curative avec mes doubles guillemets, où on apporte beaucoup de bénéfices en survie aux patientes, il y a deux situations, en particulier pour le cancer du sein métastatique, l'étude BEST de Leland Jones sur laquelle je reviendrai, pour laquelle on a eu la surprise de voir une différence en termes de survie globale entre les patients recevant, en l'occurrence l'époétine alpha, et des patientes qui ne recevaient pas ce traitement alors qu'il n'y avait pas de différence de survie sans progression. Et puis, pour ce qui concerne la situation adjuvante, effectivement, l'étude PRIPER a également apporté son lot d'étonnement, on va dire, avec effectivement une diminution à la limite discutable sur le plan de la significativité statistique, mais tout de même avec un trend important en termes de survie sans progression. Alors ce tableau un peu compliqué
qui résume l'ensemble des études pour vous montrer principalement la chose suivante, c'est que les objectifs cibles, on va dire, pour les taux d'hémoglobine, pour beaucoup de ces études, sont différents des recommandations actuelles. Il ne faut pas dépasser, dans la plupart des recommandations, 11 voire 12 grammes d'hémoglobine. Ici, on est fréquemment au-dessus. Et il faut se rappeler, en particulier que pour les études de radiothérapie, on a eu pendant très longtemps cet objectif d'oxygénation des tumeurs. Vous savez, l'effet oxygène, qui est un effet de radiosensibilisation, qui fait que dans mon jeune temps, j'ai même assisté à des injections d'eau oxygénée dans certaines tumeurs pour les radiosensibiliser. Eh bien, il y avait cette idée sous-jacente dans les études qui ont été rapportées. Donc, il y a déjà un écart relativement sensible par rapport aux recommandations actuelles sur l'efficacité, sur l'emploi de ces agents. Et vous voyez que ce qui a été effectivement observé en matière de taux d'hémoglobine est en général, on va dire, relativement élevé. Ces études ont montré des maléfices, entre guillemets, en termes de survie sans progression et ou de survie globale de manière relativement constante. Donc, 8 études, en effet, sur un peu plus de 60 études randomisées. Évidemment, lorsqu'on est dans ce genre de situation, on s'oriente vers les méta-analyses pour essayer de mieux comprendre et de voir si c'est un effet qui est relativement constant et en tout cas relativement significatif. Alors, il y a différentes méta-analyses qui ont été faites. Certaines méta-analyses ont été faites d'ailleurs par les industriels eux-mêmes et ce, à la demande des pouvoirs publics et en particulier de la FDA. C'est la méta-analyse la plus complète, vous voyez, sur cette diapositive, c'est celle qui a été faite par Amgen et Johnson & Johnson. Et puis, il y a évidemment la Cochrane qui présente l'avantage, entre guillemets, d'être un organisme indépendant. Qu'est-ce qui ressort au fond, en particulier de la méta-analyse la plus récente de la Cochrane, c'est qu'il existe en effet un problème au niveau de la survie globale qui semble en effet altérer de façon significative sur l'ensemble des études avec l'effet important des 8 études que nous avons citées. Cependant, lorsque on restreint ces données aux études de chimiothérapie, c'est-à-dire aux conditions normales d'utilisation de ces médicaments, dans la méta-analyse de la Cochrane, la significativité disparaît. D'où une recommandation très claire, il n'y a pas d'indication et il ne faut pas prescrire d'agents stimulants de l'érythropoïèse en situation de soins de support sans chimiothérapie ou en accompagnement de la radiothérapie. C'est le premier enseignement que nous retirons, on va dire, dès la fin des années 2000 de ces différentes méta-analyses. Encore plus récemment, une méta-analyse très complète faite par Gillespie et publiée dans le British Journal of Cancer ne montre pas, bien que le graphique soit difficilement lisible, mais ne montre pas d'effets délétères sur la survie de la prescription d'ASE pour un peu plus de 15 000 patients. Il n'y a pas d'effet sur la mortalité globale, pas d'effet significatif. Ce qui a été regardé dans cette méta-analyse, c'est intéressant, c'est la progression tumorale. Il n'y a pas d'effet pro-carcinogène évident. En revanche, il y a un effet qui est bien connu et tout à fait constant dans toutes les méta-analyses, c'est l'augmentation du risque thromboembolique veineux, qui est de 48% dans cette étude, 50% dans une autre méta-analyse qui est celle de Bennett. Entre 48 et 55%, on est de manière très constante dans les différentes études. Ici, la méta-analyse de Bennett, vous voyez, avec un hazard ratio 1,57 pour le risque thromboembolique veineux. Donc, lorsque nous mettons des patients sous ASE, mais aussi lorsque nous les transfusons, c'est un point important, nous augmentons nettement le risque thromboembolique veineux. Attention à l'alitement, attention aux suites chirurgicales, attention à la prise de médicaments anti-angiogéniques, le cocktail, et attention à l'âge. Le cocktail patient de 70 ans, alité, recevant de l'Avastin et un agent stimulant de l'érythropoïèse, c'est vraiment un cocktail détonnant. Lorsqu'on regarde la relation qui existe entre le risque thromboembolique et le problème de la mortalité, eh bien, il n'y a pas de lien clairement établi. Vous avez ici en particulier la méta-analyse de Mathieu Pro qui a été restreinte en fait à l'époétine bêta cette fois-ci. On voit en effet qu'il y a nettement plus de phénomènes thromboemboliques veineux dans le groupe traité par ASE, mais il n'y a pas de lien explicatif avec la mortalité. Ce qui veut dire que les problèmes qui ont été observés dans d'autres études ne sont pas liés à une mortalité médiée par les phénomènes thromboemboliques veineux. Alors, s'il n'y a pas de relation avec les phénomènes thromboemboliques veineux, y aurait-il quelque part un effet de stimulation tumorale par l'emploi d'agents stimulants de l'érythropoïèse? Y a-t-il un rationnel biologique? Alors la réponse est oui, il y a un rationnel, mais il n'y a pas de preuve de lien à ce jour entre ce rationnel biologique, ni les modèles animaux, ni la clinique. Néanmoins, on a pu montrer que la stimulation du récepteur à l'EPO pouvait entraîner des phénomènes d'autophosphorylation de JAK2 et effectivement stimuler en particulier la prolifération tumorale. Il y a une autre possibilité aussi de stimulation de phénomènes anti-apoptotiques qui pourrait expliquer, en théorie en tout cas,
mais encore une fois sans aucune démonstration clinique qu'il puisse y avoir éventuellement une stimulation tumorale. Cependant, il n'y a pas, en particulier dans les méta-analyses, il n'y a pas de signal en faveur d'une augmentation de la prolifération tumorale sous agents stimulants de l'érythropoïèse. Donc, si pour ceux qui s'intéressent à cette question de la biologie, il y a effectivement une bonne synthèse qui a été faite par Mattia Pro sur cette question des récepteurs à l'EPO. Je rappelle que dans le début du développement des ASE, on pensait même que les ASE pouvaient avoir un effet antitumoral. C'est dire si effectivement il n'y a pas de certitude actuellement sur cette question particulière. Donc il y a eu une modification des différentes recommandations des sociétés savantes, relativement similaires finalement, qu'il s'agisse du NCCN, de l'ASCO, de l'EORTC, etc., pour aller vers un taux cible, d'abord un taux d'initiation du traitement plus bas, clairement aujourd'hui en dessous de 10 grammes par décilitre, et un objectif cible de traitement qui ne doit pas grosso modo dépasser 12 grammes par litre et même 11 grammes par décilitre, pour ce qui est de l'ASCO. Donc j'ai mis ici en parallèle les différentes recommandations, non pas pour les détailler, mais pour vous montrer qu'il y a quand même un consensus et assez général sur ce qu'il convient de faire. L'ASCO étant relativement rigoriste sur cette question et indiquant que l'objectif, c'est le taux le plus bas d'hémoglobine qui permette d'éviter les transfusions, ce qui est quand même vraiment effectivement très, très, très strict comme recommandation. Alors, est-ce qu'on a des données plus récentes? Oui. Alors, en particulier, un travail qui a été montré à San Antonio, mais non encore publié, c'est important, non encore publié avec des données qui ne sont pas tout à fait matures, par l'équipe de Leland Jones. Alors, ça, c'est la suite de l'étude BEST, et je trouve que c'est quand même un assez beau développement scientifique qui est proposé par cette équipe. Revenons, alors il s'agit de cancer du sein métastatique, il s'agit d'une phase 3, de patientes qui vont recevoir de la chimiothérapie plus de l'époétine, ou du moins un traitement anticancéreux, plus de l'époétine alpha versus placebo. Quel est l'historique? L'historique, c'est l'étude BEST, avec, il y a donc quelques années, ce résultat très curieux d'absence de différence de survie sans progression entre ASE ou pas d'ASE chez des patientes traitées pour un cancer du sein métastatique, avec une différence de survie globale qui apparaît significative avec un hazard ratio à 1,37. Donc, comment peut-on avoir une différence de survie globale sans différence de survie sans progression dans une étude dont ça n'était pas l'objectif principal? Donc, ça pose effectivement beaucoup de questions. Alors, assez logiquement, il faut aller à ce moment-là vers une étude qui pose la question et qui fait de la survie son objectif principal. C'est ce qui a été fait pour cette équipe, avec donc une randomisation entre chimiothérapie standard plus époétine alpha à une dose hebdomadaire, on va dire relativement élevée, avec chimiothérapie plus placebo. Et l'endpoint principal, c'est la PFS, c'est une question extrêmement logique finalement, avec la survie globale en endpoint secondaire. C'est une étude de non-infériorité, très important, c'est une étude de non-infériorité avec une marge de non-infériorité à 15%. C'est quand même assez raisonnable. Il y a un nombre important de patientes qui ont été incluses dans cette étude. Assez curieusement, il y a la durée de traitement par ASE relativement courte, en moyenne inférieure à 3 mois. Le taux d'hémoglobine en moyenne n'augmente pas beaucoup, moins de 1 point. Il n'y a pas beaucoup d'événements thromboemboliques, il n'y a pas tellement de problèmes de décès liés à la maladie thromboembolique. Et de manière assez étonnante, l'objectif de la non-infériorité, au moment où ces données ont été présentées, n'est pas atteint. Et il existe une petite différence sur laquelle on ne peut rien dire aujourd'hui, hein, une petite différence en défaveur de la prescription d'époétine alpha. Les conclusions des auteurs sont assez formelles, même au moment où ils présentent ces données. Alors, Leland Jones avait dit au moment de l'étude BEST, il faudra encore me convaincre qu'il y a effectivement un effet néfaste, mais là, au moment de la présentation de ces données, la conclusion, alors je ne détaille pas, mais c'est en gros, il faut être extrêmement prudent, il faut éviter la prescription de ces agents lorsqu'on est en situation d'améliorer la survie, notamment dans des pathologies tête et cou, notamment dans le cancer du sein. Donc vraiment une position extrêmement prudente, extrêmement restrictive de cette équipe-là, alors que simultanément, on a des données qui ont été publiées donc, courant 2014 dans Annals of Oncology par une équipe allemande sur une autre étude de phase 3, qui est l'étude WSG-ARA, et qui, celle-ci, a été réalisée dans le contexte du cancer du sein en situation adjuvante, cette fois-ci, et pas seulement en situation métastatique. Alors, vous voyez, cette étude, elle est intéressante parce qu'elle adopte un design finalement relativement similaire. Le médicament n'est pas le même, c'est la darbépoétine, donc là, ce n'est pas l'époétine alpha.
en association avec du TAC ou le FEC canadien, et versus placebo. Donc randomisation équilibrée, un nombre relativement conséquent de patientes. Mais lorsqu'on regarde le critère de jugement principal, on voit qu'on n'est pas du tout dans un design de non-infériorité, on est dans un design de supériorité en faveur de l'agent stimulant de l'érythropoïèse avec une différence de 6,5%. Ce qui est absolument considérable, parce que 6,5%, c'est la moitié du bénéfice moyen d'une chimiothérapie adjuvante, quel que soit le stade et critères histologiques. Donc imaginez qu'on va donner un ASE et gagner la moitié de ce que fait la chimiothérapie, j'ai un peu de difficulté. Donc au fond, ce qui n'est pas très étonnant au final, c'est d'observer ces résultats-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence. Alors, il n'y a pas de différence pour une étude de supériorité, ne permet pas de conclure qu'il n'y a pas de différence tout court, hein, comme vous le savez. Il n'y a pas de signal naturellement inquiétant, donc on est rassuré par cette affaire-là, mais enfin tout de même, on ne peut pas dire qu'il y ait là une pureté méthodologique comme dans l'étude de Brian et Lan Jones. Alors, il n'y a donc pas, que ce soit en intent to treat ou en per protocole, il n'y a pas de différence. Et même, chose dans une étude exploratoire, non pré-planifiée, une différence en faveur de la darbépoétine dans le groupe des patientes qui sont récepteurs aux hormones négatifs. Ceci ne permet de tirer aucune conclusion, mais ce qui a été rapporté par les auteurs dans leur papier. Et on a là une conclusion totalement différente des précédents, c'est qu'en réalité, jusque-là, pour nos amis allemands, il y avait un certain nombre de restrictions, que ces restrictions leur paraissent levées, et qu'au fond, c'est une très bonne alternative à la transfusion pour la plupart des patients, et qu'au fond, on ne devrait pas avoir tellement de réticence. Alors c'est difficile de se faire une opinion après tout cela. Si on fait l'état des lieux de la littérature, qu'est-ce qu'on peut voir? Dans le cancer du sein métastatique, l'étude BEST a retrouvé un excès de mortalité précoce, diminution de la survie globale, ça n'était pas l'objectif principal. Dans l'étude de non-infériorité, avec comme objectif principal la PFS, il y a la non-infériorité n'a pas été établie. En situation néoadjuvante, il y a une étude qui s'appelle PREPARE qui a montré une diminution de la DFS à la limite de la significativité en défaveur de l'agent stimulant de l'érythropoïèse. Et enfin, en situation adjuvante, l'étude allemande, qui est une étude randomisée, ne conclut pas à la supériorité, mais ne conclut pas non plus à l'infériorité. Et enfin, il y a une petite étude exploratoire que je n'ai pas montrée du NSABP B38 qui n'a pas montré de différence. Lorsqu'on regarde les différentes études, il n'y a pas clairement dans les dernières études de phénomènes d'hyperstimulation, on n'est pas dans les 15 grammes d'hémoglobine des études TTQ. Il n'y a pas d'hyperexpression tumorale évidente des récepteurs à l'EPO dans les tumeurs, ce qui est un point, enfin pas dans les études en question, mais dans les données qui ont été par ailleurs publiées en biologie. Et enfin, je peux vous renvoyer à la dernière méta-analyse qui a été publiée par Mattia Pro courant 2014, qui cette fois-ci a comme intérêt de regarder l'EPOA, l'EPO-B, la darbépoétine et les biosimilaires. C'est la première méta-analyse qui donne un peu l'ensemble de ces données. L'étude BEST a été exclue de cette méta-analyse parce que considérée comme méthodologiquement insuffisante. Et après exclusion de l'étude BEST, il n'y a aucune différence en défaveur des agents stimulants de l'érythropoïèse. Donc au fond, je vous donne mon avis, mais dont vous n'avez rien à faire, parce que si vous préférez probablement les recommandations, je montrerai après. Un doute raisonnable subsiste avec l'époétine alpha, si on veut faire vraiment evidence-based. La seule étude méthodologiquement irréprochable, c'est l'EPOAN. Elle semble montrer un effet délétère, soyons moins catégoriques, mais elle n'est pas publiée. Et dans le cancer du sein en situation adjuvante, si on en croit la littérature, et en situation métastatique, là où on a un bénéfice de survie important, hein, je vous rappelle que l'étude Embrace a montré que même en 3e, 4e ligne, on améliore encore la survie dans le cancer du sein métastatique. Eh bien, il est préférable d'éviter. Moi, c'est la consigne que je donne à nos jeunes collaborateurs pour le cancer du sein adjuvant ou métastatique. Pour les autres cancers avancés, il n'y a pas de restriction majeure puisqu'il n'y a pas de données disponibles, mais il faut probablement discuter de manière collégiale et avec les patients en cas de traitement curatif. Se rappeler que l'alternative, c'est la transfusion et que la transfusion diminue la survie et qu'elle augmente le risque thromboembolique, ce qui a été montré par différentes études. Donc, en face de l'ASE, il n'y a pas rien, hein, il y a la transfusion. Et il faut surtout éduquer les jeunes prescripteurs à prescrire selon les recommandations et exclusivement selon les recommandations. Donc, il y a les recommandations de l'ESMO que vous connaissez, bon, qui ont déjà été publiées il y a 5 ans. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais au fond, il n'y a pas grand-chose de nouveau dans ces recommandations. Hein. Vous voyez, chez les patients en intention curative, il faut prescrire avec précaution. Hein. C'est une fois qu'on a dit ça, on est effectivement très content. Je ne vais pas non plus trop détailler ça, mais il y a aujourd'hui des recommandations assez précises sur la manière d'utiliser notamment le fer
principalement IV, en association aux agents stimulants de l'érythropoïèse. Je n'ai pas le temps, mais je vous signale simplement qu'il y a toute une littérature sur cette question et je pense que la présentation sera disponible pour nos collègues. Alors, Matti Apro a présenté récemment dans un congrès quelques évolutions potentielles des recommandations de l'EORTC, mais qui ne sont pas encore publiées. Je me permets, avec, j'imagine, son amicale autorisation, de vous montrer quelques éléments, en particulier le fait qu'il faut penser, pour les patients qui ont des taux d'hémoglobine très bas, éventuellement à associer transfusion à agents stimulants de l'érythropoïèse. Une prise de position qui est qu'aujourd'hui, en situation curative, il n'y a pas d'argument pour exclure systématiquement les ASE. Il n'y a pas d'argument pour les utiliser systématiquement, il n'y a pas d'argument pour les exclure systématiquement. Il faut faire preuve de prudence et rappeler que, effectivement, le taux cible, c'est entre 11 et 12 et qu'il faut savoir arrêter un traitement dès que ces points, effectivement, sont atteints. Donc, il n'y a pas de grand changement, finalement. Simplement, se rappeler que lorsqu'on se focalise un peu plus sur d'autres molécules qui sont la darbépoétine et l'époétine bêta en particulier, là, il n'y a pas de données spécifiques qui soient délétères, en tout cas pour ces médicaments. Se rappeler évidemment qu'il y a une augmentation de risque thromboembolique, on l'a déjà dit, et donc se focaliser quand même sur tous les facteurs additionnels de risque thromboembolique et rappeler évidemment qu'il faut utiliser ces agents conformément aux recommandations. Bon, vous connaissez les différents agents aujourd'hui disponibles, qu'il s'agisse de biosimilaires ou qu'il s'agisse de molécules princeps. Bien maîtriser les doses en particulier et les doses par injection. Et vous montrer en fait le diagramme qu'on connaît déjà des recommandations de l'EORTC qui en fait ne se modifie guère, simplement avec ici de petits détails sur la stratégie à suivre chez les patients symptomatiques ou non symptomatiques. Bon, ceci est un résumé simplement de ce que j'ai dit avant. Donc c'est une prescription, moi le message que je voudrais délivrer, c'est que ça n'est pas une prescription d'interne à faire de manière automatique en fonction du dernier livret qui a été laissé par l'industrie pharmaceutique. Ce sont des médicaments qui sont au moins aussi importants que les médicaments anticancéreux quand on voit leurs effets secondaires. Par conséquent, il faut qu'il y ait une stratégie dans chaque service, une stratégie qui soit argumentée. Dans notre propre service, nous avons pris l'habitude, chaque début de semestre, de faire un cours spécifique sur cette question à nos internes, de montrer ces données et de leur dire « vous ne prenez jamais de décision de prescription d'ASE sans la validation d'un senior ». Voilà. Je vous remercie. J'espère pas avoir été trop long. Merci Gilles pour cette révision assez exhaustive des différentes études de survie. J'ai quelques remarques à faire malgré tout. On va prendre 2-3 minutes pour le faire. La première chose, comme tu le rappelles, c'est qu'il faut d'abord évaluer la cause de l'anémie, l'hémorragie, la carence martiale ou autre, et éliminer ces causes d'anémie avant d'envisager un traitement par ASE. Après, si la question de la survie n'est pas démontrée, mais a été évoquée, la question de la qualité de vie, elle, a été démontrée et n'est plus à démontrer. Donc je crois qu'il faut peut-être se fixer non pas sur des taux d'hémoglobine, mais se fixer également sur le contexte, l'environnement du patient, sa demande par rapport à sa vie de tous les jours. C'est notamment la question autour des patientes en adjuvant d'un cancer du sein. Donc évidemment, en suivant scrupuleusement les guidelines, comme tu l'as parfaitement dit et démontré, mais après avec un regard peut-être pas strictement sur le taux d'hémoglobine, mais plutôt sur le contexte de vie de la patiente. Et puis un mot quand même sur la transfusion. Une étude qui avait montré chez les patients en gastro que lorsqu'on a des saignements digestifs, on n'est pas dans la cancéro, on n'est pas avec ASE ou autre, mais des patients qui, avec une étude comparative, un bras de patient avec une transfusion de façon dite libérale à 9 grammes d'hémoglobine et un bras de patient avec une transfusion stricte à 7 grammes d'hémoglobine, on avait une différence de survie en défaveur des patients transfusés à 9 grammes d'hémoglobine. On est hors cancéro. Et cette année, il nous a manqué à l'ASCO un poster qui n'a pas été affiché, qui n'a pas été présenté, mais qui est dans le book, et qui montrait chez les patientes atteintes d'un cancer du sein, en adjuvant, une différence de survie de plusieurs années en défaveur des patientes qui avaient été transfusées pendant leur traitement. Donc je crois qu'il faut avoir vraiment une très très grande vigilance à l'anémie d'une façon générale, parce qu'il y a aussi des études qui ont été évoquées sur le fer, et ne pas interdire strictement, essayer de voir le patient qu'on a en face de soi, essayer de parler avec lui, et effectivement suivre correctement les référentiels et pas faire n'importe quoi.
Absolument d'accord avec tout ça. Il y a une difficulté, je trouve, c'est la décision partagée, parce que souvent la conclusion qu'on a, c'est il faut aborder ce point avec la patiente qui est en situation curative, etc. Mais alors qu'on lui a déjà expliqué la chimio-adjuvante, l'hormono, les rayons, qu'ils ont la tête comme ça, on va venir leur raconter le risque qui est déjà à la limite du compréhensible, même pour les oncologues. Je trouve que c'est vraiment très difficile. On a le temps de prendre une question. Docteur Camionneur. Merci Gilles pour cette belle présentation. Je crois qu'effectivement, il faut insister sur le bilan, parce que quand une patiente, notamment en adjuvant, se présente avec une fatigue importante et qu'il n'y a pas d'anémie, elle peut quand même avoir une carence martiale qui n'est pas reconnue, parce que les signes cliniques de la carence martiale sont souvent proches de ceux de l'anémie, et on peut passer à côté du diagnostic parce qu'il n'y a pas d'anémie. Voilà, ça c'est le premier point. Et puis alors surtout, je crois que les Américains maintenant ont diminué encore leur seuil transfusionnel parce qu'ils sont descendus, je crois, à 6 ou 7 grammes, ce qui est difficilement envisageable chez nous. Bien d'accord aussi. Justement, quand on fait ce genre de présentation, et on ne parle que des ASE, alors on focalise un peu l'attention. Il y a quelques années, il y avait une prescription vraiment largue à manu de ces agents. Maintenant, il y a une espèce de mouvement dans le sens inverse, c'est en train de s'effondrer. C'est dommage, ces mouvements de balancier, parce que, encore une fois, le compétiteur, c'est la transfusion, et la transfusion, je crois que c'est vraiment mauvais. Et en plus, on ne parle pas du risque infectieux, qui est quand même réel. Moi, j'ai eu un cas d'hépatite post-transfusionnelle, bon, ça existe. Et l'autre élément pour compléter ce que tu dis sur la fatigue, c'est que ne jamais oublier non plus le déconditionnement à l'effort. Quand même, on voit à quel point c'est un truc qui est présent constamment et que les programmes d'APA corrigent ça de manière extraordinaire, je trouve. Je vais encore enchérir. Si on prend l'étude ECAS, l'étude faite à mi-parcours 2006-2008, plutôt par les firmes, et l'étude récente en France qui vient d'être publiée dans le Scientific Career in Cancer par Florence Letong, en 2001, étude ECAS, on a 60% non pris en charge, de patients non pris en charge pour leur anémie. En 2006-2008, on est aux alentours de 60% de patients avec de l'ASE. On arrive en 2012 avec des patients qui ont une non prise en charge pour leur anémie à 58%. Donc on est revenu, comme tu le dis, complètement en arrière. Donc, vigilance encore une fois sur le bilan et pour le prise en charge des patients. Merci. Plus de questions ?